L'hiver 1847 s'abattit sur le village de Sainte-Croix avec une violence inhabituelle. La neige tombait depuis 3 jours sans interruption, recouvrant les toits d'ardoise et les chemins de terre d'un manteau blanc épais. Le cimetière, au sommet de la colline, disparaissait presque entièrement sous cette blancheur glacée. C'est par une nuit de pleine lune que le vieux gardien Laurent Vescari la vit pour la première fois. Il effectuait sa ronde habituelle, une lanterne à la main, vérifiant que personne n'avait profané les tombes. Le gel craquait sous ses bottes. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air glacé. Elle se tenait près du caveau des Valmont, immobile comme une statue. Une jeune femme vêtue d'une robe blanche qui semblait flotter autour d'elle malgré l'absence de vent. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Sa peau avait la pâleur de la porcelaine. Laurent s'arrêta net. Aucune trace de pas dans la neige fraîche ne menait jusqu'à elle. Pas une seule marque. Comme si elle était apparue là par magie, ou comme si elle n'avait jamais touché le sol. « Mademoiselle » appela-t-il d'une voix tremblante. Le cimetière est fermé après le crépuscule. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient d'un gris si clair qu'il paraissait presque transparent. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. « Je cherche quelqu'un » murmura-t-elle d'une voix douce qui résonna bizarrement dans le silence nocturne. Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. Cette femme ne devrait pas être là. Pas à cette heure. Pas sans manteau par un froid pareil. Et surtout pas sans avoir laissé de traces. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il en s'approchant prudemment. « Mon fiancé, il m'attend. » Laurent fronça les sourcils. Le caveau des Valmont n'avait pas été ouvert depuis 15 ans, depuis la mort du baron Édouard. Il n'y avait personne à attendre ici. « Il n'y a personne, mademoiselle. Vous devriez rentrer chez vous. Le froid va vous tuer. » Elle rit doucement. Un rire cristallin qui fit écho entre les pierres tombales. « Le froid ne peut plus rien contre moi. Plus maintenant. » Laurent fit un pas de plus vers elle. La lumière de sa lanterne éclairait maintenant son visage avec plus de netteté. Ce qu'il vit le fit reculer brusquement. Ses yeux n'étaient pas seulement clairs, ils étaient vides, sans vie, comme ceux d'un cadavre. « Qui êtes-vous » souffla-t-il. « Je m'appelle Célestine Valmont. Et vous, monsieur le gardien, vous ne devriez pas être ici ce soir. » Le nom résonna dans l'esprit de Laurent comme un coup de tonnerre. Célestine Valmont, la fille unique du baron. Morte noyée dans la rivière en 1832, 15 ans plus tôt. Elle avait 20 ans. On n'avait jamais retrouvé son corps. « C'est impossible, » balbutia Laurent. « Vous êtes morte. Tout le village le sait. La mort n'est qu'un passage. Certains peuvent revenir. » Elle tendit la main vers lui. Une main blanche et fine, aux ongles parfaitement soignés. Laurent recula encore, manquant de trébucher sur une pierre tombale. « Ne me touchez pas !»« Pourquoi cette peur ? Je ne veux que de la compagnie. 15 années de solitude, c'est long. » Laurent tourna les talons et s'enfuit en courant, sa lanterne se balançant follement. Derrière lui, il entendit ce rire cristallin résonner dans la nuit. Quand il atteignit sa petite maison au pied de la colline, il claqua la porte et la verrouilla. Son cœur battait à tout rompre. Cette nuit-là, Laurent ne ferma pas l'œil. Il resta assis près de la cheminée, un crucifix serré entre ses mains tremblantes. À l'aube, il se décida enfin à retourner au cimetière. La neige avait recommencé à tomber, effaçant toute trace de sa fuite nocturne. Il retrouva sa lanterne abandonnée près du caveau des Valmont. Aucune trace de la jeune femme en blanc, aucune empreinte dans la neige, rien qui puisse prouver qu'elle avait jamais existé. Laurent se convainquit qu'il avait rêvé, que le froid et la fatigue lui avaient joué des tours. Mais quand il rentra chez lui ce matin-là, il sentit une faiblesse étrange dans ses jambes, une douleur sourde dans sa poitrine. Il se coucha, pensant qu'un peu de repos le remettrait d'aplomb. Le curé Benoît découvrit son corps 3 jours plus tard. Laurent Vescari était mort dans son lit, les yeux grands ouverts, une expression de terreur figée sur son visage. Le médecin du village ne put déterminer la cause du décès. Son cœur avait simplement cessé de battre. Après la mort de Laurent, le conseil municipal chercha un remplaçant. Personne au village ne voulait du poste. La rumeur de la mort étrange du vieux gardien s'était répandue rapidement. On murmurait qu'il avait vu quelque chose au cimetière cette nuit-là, quelque chose qui l'avait tué de peur. Finalement, un étranger se présenta. Il s'appelait Thomas Bellerive et venait de la ville. Un homme d'une 30aine d'années, grand et robuste, avec des traits durs et un regard méfiant. Il cherchait un emploi et un toit et ne croyait pas aux superstitions de village. Le maire lui expliqua les tâches, surveiller le cimetière, entretenir les allées, s'assurer que tout restait en ordre. Thomas accepta sans hésitation. On lui donna la petite maison au pied de la colline et les clés du cimetière. Les premières semaines se passèrent sans incident. Thomas accomplissait son travail avec diligence, débroussaillant les allées, réparant les grilles rouillées, redressant les pierres tombales inclinées. Il ne craignait ni la solitude ni l'obscurité. Il avait connu pire dans sa vie.
Mais un soir de mars, alors que les dernières neiges fondaient enfin, il la vit. Thomas vérifiait les cadenas des caveaux quand il aperçut une silhouette blanche près du mur d'enceinte. Une jeune femme qui semblait flotter entre les tombes. Il plissa les yeux, pensant d'abord à une illusion créée par la brume du soir. « Hé, le cimetière est fermé !» Elle se tourna vers lui. Même de loin, il distingua la pâleur extraordinaire de son visage, l'éclat étrange de ses yeux. Elle sourit et fit un pas dans sa direction. Thomas s'approcha d'un pas ferme. Il n'avait pas peur des vivants, encore moins des fantômes auxquels il ne croyait pas. « Comment êtes-vous entré ? Les grilles sont verrouillées. »« Je n'ai pas besoin de porte, » répondit-elle doucement. De près, sa beauté était saisissante. Des traits parfaitement ciselés, une peau sans défaut, des lèvres d'un rouge profond. Mais quelque chose clochait. Cette immobilité absolue, cette absence de respiration visible dans l'air froid, cette façon qu'elle avait de le regarder comme si elle voyait à travers lui. « Qui êtes-vous ?»« Célestine. Et vous êtes le nouveau gardien. Thomas, n'est-ce pas? Comment connaissez-vous mon nom? Je connais beaucoup de choses. Les morts savent écouter. » Thomas eut un rire sec. « Vous jouez les mystérieuses? C'est pour effrayer le gardien comme le pauvre vieux Laurent? »« Laurent m'a touché, » murmura Célestine. « Il ne devait pas. Qu'est-ce que vous racontez ?» Elle tendit la main vers lui, la paume ouverte. « Vous voulez savoir? Touchez-moi. » Thomas hésita une seconde. Puis, par bravade ou par curiosité, il saisit sa main. Un froid glacial remonta instantanément le long de son bras. Pas le froid normal d'une main exposée au gel. Un froid qui venait de l'intérieur, qui s'insinuait dans ses os, qui gelait son sang. Il retira sa main brusquement. Célestine souriait toujours. « Vous voyez, certaines touches sont fatales. »« Vous êtes folle !» grommela Thomas en reculant. « Folle? Peut-être? Morte? Certainement. Dangereuse. Absolument. » Thomas fit demi-tour et s'éloigna rapidement. Cette femme, quelle qu'elle soit, lui donnait la chair de poule. Il n'allait pas perdre son temps avec une déséquilibrée qui se prenait pour un fantôme. Mais en rentrant chez lui, il sentit quelque chose d'anormal. Son bras gauche, celui qui avait touché la main de Célestine, restait engourdi. La sensation de froid persistait, même près du feu de cheminée. Il se coucha en se disant que tout irait mieux le lendemain. Le lendemain matin, Thomas ne se réveilla pas. Son corps fut découvert dans son lit, rigide et glacé. Le médecin nota que sa peau avait pris une teinte bleutée, comme celle d'un homme mort de froid. Pourtant, le feu brûlait encore dans la cheminée. La maison était chaude. 2 gardiens morts en moins de 3 mois. Le village commença à parler sérieusement de malédiction. Le docteur Antoine Leclerc n'était pas homme à croire aux superstitions. Après 40 ans de pratique médicale, il avait vu trop de morts étranges pour y voir autre chose que des coïncidences ou des maladies mal diagnostiquées. Quand le maire lui demanda d'examiner le corps de Thomas Bellerive, il accepta avec son professionnalisme habituel. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Le corps présentait tous les signes d'une hypothermie sévère. Les extrémités gelées, le sang coagulé, les organes internes endommagés par le froid. Impossible. L'homme était mort dans une maison chauffée, sous plusieurs couvertures. Antoine décida de mener sa propre enquête. Il interrogea les villageois, recueillit leurs témoignages sur les événements étranges au cimetière. Tous parlaient d'une femme en blanc, une apparition qui hantait les lieux depuis la mort de Laurent. Le docteur se rendit lui-même au cimetière un soir. Il voulait voir de ses propres yeux ce qui terrifiait tant les habitants. Armé de sa sacoche médicale et d'une lanterne, il grimpa la colline alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Le cimetière baignait dans une lumière crépusculaire. Les ombres s'allongeaient entre les tombes. Antoine marcha lentement entre les rangées de pierres, examinant chaque recoin. Rien d'inhabituel. Des croix, des anges de pierre, des fleurs fanées, un cimetière ordinaire. Puis il la vit, près du caveau des Valmont, exactement comme les témoins l'avaient décrit. Une jeune femme vêtue de blanc, d'une beauté surnaturelle, qui semblait attendre quelque chose. « Bonsoir », appela Antoine d'une voix ferme. « Je suis le docteur Leclerc. Je voudrais vous parler. » Elle leva les yeux vers lui. Dans la lumière déclinante, son visage avait un éclat presque lumineux. « Un médecin. Vous pensez pouvoir m'examiner? Me diagnostiquer? Je pense que vous êtes une jeune femme qui a besoin d'aide. Pas un fantôme. » Célestine s'approcha lentement. Antoine nota sa démarche étrange, comme si ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Une hallucination due à la faible lumière, se dit-il. Vous avez raison sur un point. J'ai besoin d'aide, mais pas celle d'un médecin. 2 hommes sont morts après vous avoir rencontré. Qu'avez-vous à dire? Ils m'ont touché. C'était leur choix. Personne ne mérite de mourir pour avoir touché quelqu'un. Les règles sont différentes pour moi. Je ne les ai pas choisies. Antoine s'approcha encore. Son esprit rationnel refusait d'accepter l'impossible. Cette femme était vivante, forcément. Peut-être malade, peut-être dangereuse, mais vivante. Laissez-moi vous examiner. Je peux vous aider. Vous ne comprenez pas.
Je n'ai plus besoin d'aide médicale. Elle tendit la main vers lui. Antoine, par réflexe de médecin habitué à examiner des patients, saisit son poignet pour prendre son pouls. Le contact fut bref mais suffisant. Le froid l'envahit instantanément. Pas seulement dans sa main, partout, comme si son sang se transformait en glace. Il lâcha le poignet et recula en titubant. Qu'est-ce que vous êtes? Ce que je vous ai dit. Les morts qui reviennent ne sont plus comme avant. Antoine s'enfuit. Sa formation médicale, sa rationalité, tout s'effondrait face à ce qu'il venait de ressentir. Ce froid n'était pas naturel. Cette femme n'était pas naturelle. Il rentra chez lui en courant, le cœur battant, les mains tremblantes. Il rédigea un rapport détaillé de son expérience, décrivant avec précision médicale ce qu'il avait ressenti. Puis il écrivit une lettre au maire, recommandant de condamner le cimetière et de faire appel à l'église. Le lendemain, sa gouvernante le trouva mort dans son bureau. Il s'était effondré sur sa table de travail, la plume encore à la main. Son visage était paisible, mais son corps était gelé. La pièce était froide comme une glacière, malgré le printemps dehors. Le rapport du docteur Leclerc fut retrouvé sur son bureau. Le maire le lut avec horreur. 3 morts inexpliquées. 3 hommes qui avaient tous rencontré la même femme, la même apparition. Le village de Sainte-Croix était en proie à la panique. Le curé Benoît Marchand était un homme de foi profonde et de peu de paroles. Quand le maire vint le trouver avec le rapport du docteur Leclerc, il écouta en silence. Ses mains jointes sur son ventre rebondit. Puis il hocha lentement la tête. J'ai entendu les rumeurs. Je pensais que c'était des sottises de villageois superstitieux. Mais 3 morts, cela change tout. Que pouvons-nous faire, mon père? Les gens ont peur. Plus personne n'ose monter au cimetière, même en plein jour. Il faut que je la voie moi-même. Si cette femme est vraiment ce que les témoignages suggèrent, alors seule l'Église peut intervenir. Le curé Benoît prépara son intervention avec soin. Il emporta de l'eau bénite, son crucifix, un chapelet et les textes d'exorcisme. Il n'était pas exorciste de formation, mais il connaissait les prières nécessaires. Il grimpa la colline au coucher du soleil, sa soutane noire battant dans le vent. Le cimetière était désert, abandonné. Personne n'avait osé y mettre les pieds depuis la mort du docteur. Les fleurs sur les tombes étaient fanées. Les allées envahies d'herbes folles. Tout avait un aspect négligé, presque sinistre. Le curé marcha droit vers le caveau des Valmont. Si les témoignages étaient exacts, c'était là qu'elle apparaissait. Il attendit, récitant des prières à voix basse, son crucifix brandi devant lui. La nuit tomba. Les premières étoiles apparurent. Et elle se manifesta. Célestine sortit de l'ombre comme si elle en faisait partie. Sa robe blanche contrastait violemment avec l'obscurité environnante. Son visage était calme, presque serein. « Un prêtre maintenant. Ils envoient leurs plus grandes armes contre moi. Au nom de Dieu, commença le curé d'une voix forte, je t'ordonne de révéler ta nature. Es-tu un démon? Une âme damnée? Un esprit malfaisant? Célestine rit doucement. Je suis ce que j'ai toujours été, une femme qui a aimé et qui a été trahie. Une femme qui est morte avant son heure. Une femme qui ne peut trouver le repos. Alors pourquoi tuer ceux qui t'approchent? Je ne tue personne volontairement. C'est la mort qui habite en moi. Quand les vivants me touchent, ils partagent ma condition. Le froid éternel qui gèle mon cœur se transmet à eux. Le curé Benoît leva son crucifix plus haut. Je peux t'aider à trouver la paix. Confesse tes péchés, accepte le pardon de Dieu, laisse ton âme s'élever vers le ciel. Le ciel ne veut pas de moi, l'enfer non plus. Je suis coincé entre les 2 mondes, condamné à errer ici pour l'éternité. Pourquoi? Quel péché as-tu commis pour mériter ce sort? Célestine s'approcha lentement. Le curé recula tenant son crucifix comme un bouclier. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Vous voulez connaître mon histoire? Alors écoutez, homme de Dieu, écoutez et jugez. Sa voix devint plus douce, presque chantante, alors qu'elle racontait son passé. J'étais la fille unique du baron Édouard Valmont. Belle, riche, promise à un avenir brillant. Mon père avait arrangé mon mariage avec Henri de Bretagne, un noble de haute lignée. Je devais l'épouser à mes 20 ans. Elle marqua une pause, ses yeux gris fixant un point lointain, comme si elle revoyait ces événements. Mais j'aimais un autre homme, un simple forgeron du village. Nous nous voyions en secret. Nous avions prévu de fuir ensemble la veille de mon mariage. Il devait m'attendre près de la rivière avec 2 chevaux. Et que s'est-il passé? Demanda le curé, captivé malgré lui. Il n'est jamais venu. J'ai attendu toute la nuit au bord de la rivière. Le froid de novembre gelait mes os. J'ai compris qu'il m'avait abandonné. Mon père avait dû le payer pour qu'il disparaisse. Dans mon désespoir, je me suis jeté dans les eaux glacées. Je voulais mourir plutôt que d'épouser un homme que je n'aimais pas. Que Dieu ait pitié de ton âme, murmura le curé. Le suicide est un péché mortel. Je le sais, mais ce n'est pas ce qui me retient ici. Mon corps n'a jamais été retrouvé. La rivière l'a emporté loin en aval. Je n'ai jamais reçu de sépulture chrétienne. Mon âme erre sans repos.
lié à ce cimetière où ma famille est enterrée. Le curé Benoît réfléchit. Si son histoire était vraie, alors la solution était claire. Il fallait retrouver sa dépouille et lui offrir une vraie sépulture. Je peux organiser des recherches, retrouver ton corps, te donner une sépulture décente avec les prières appropriées. Cela te libérera. Célestine secoua la tête. Mon corps a été détruit depuis longtemps, dévoré par les poissons décomposés dans la vase. Il ne reste rien à enterrer. Alors que veux-tu? Il doit y avoir un moyen de te libérer. Peut-être. Mais d'abord, je veux que vous compreniez ma souffrance. Elle tendit la main vers lui. Le curé sursauta et brandit son crucifix. Ne me touche pas, créature. Vous avez peur. Un homme de Dieu qui craint le contact d'une pécheresse? Je ne crains pas ton toucher. Je crains pour ma vie. Tu as déjà tué 3 hommes. Ils ne sont pas morts à cause de moi. Ils sont morts à cause de leur propre faiblesse. Leur cœur n'a pas supporté le froid de la mort. Le curé hésita. Son devoir était d'aider les âmes perdues. Mais son instinct de survie criait de fuir. Il resta immobile, déchiré entre sa foi et sa peur. Finalement, ce fut Célestine qui recula. « Partez, curé. Vous ne pouvez rien pour moi. Dites aux villageois de ne plus m'approcher. Dites-leur que je veux rester seul. Ceux qui m'ignorent ne risquent rien. » Le curé Benoît redescendit la colline, troublé et effrayé. Il avait échoué. Cette âme était perdue, condamnée à errer pour l'éternité. Il ne pouvait rien faire pour elle. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pria jusqu'à l'aube, demandant guidance et protection. Et quand le soleil se leva, il était toujours vivant. Célestine avait tenu parole. Elle ne l'avait pas touché. Mais le curé Benoît ne fut jamais le même. Il vieillit de 10 ans en une nuit. Ses cheveux blanchirent. Son regard devint hanté. Il prêcha avec encore plus de ferveur sur les dangers du désespoir et du suicide, mais il ne monta plus jamais au cimetière. La nouvelle de l'apparition se répandit au-delà du village. Les histoires de la femme en blanc qui tuait d'un simple contact attirèrent l'attention d'individus étranges. Des charlatans, des curieux, des chercheurs de sensations fortes. Parmi eux arriva un certain Victor Constant, qui se présentait comme un chasseur de fantômes. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un long manteau noir, portant une valise pleine d'instruments bizarres. Des pendules, des fioles, des talismans, des livres anciens. « Je suis spécialisé dans les phénomènes paranormaux », annonça-t-il au maire. « J'ai étudié les manifestations spectrales dans toute l'Europe. Votre cas m'intéresse particulièrement. » Le maire, désespéré, lui donna sa bénédiction. Peut-être que cet homme réussirait là où le curé avait échoué. Au moins, il était volontaire pour affronter le danger. Victor s'installa à l'auberge et passa plusieurs jours à interroger les témoins. Il recueillit chaque détail, chaque observation, prenant des notes dans un carnet en cuir usé. Il écouta l'histoire du curé, lut le rapport du docteur Leclerc, examina les corps des victimes. « Fascinant », murmurait-il sans cesse. « Absolument fascinant. Une manifestation physique qui peut transmettre la mort par simple contact. C'est extrêmement rare. » Le 5e soir après son arrivée, Victor monta au cimetière. Il portait sa valise et plusieurs amulettes autour du cou. Il avait couvert ses mains de gants épais, supposés le protéger de tout contact néfaste. Il installa son matériel près du caveau des Valmont. Des bougies formant un cercle, des herbes séchées qu'il fit brûler, un pendule en cristal qu'il fit tourner au-dessus du sol. Il marmonnait des incantations dans une langue inconnue. Célestine apparut au bout d'1 heure. Elle observa le spectacle avec un amusement évident. Encore un qui pense pouvoir me contrôler. Les hommes ne comprennent jamais qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser. Victor se retourna brusquement, brandissant un crucifix doré. « Je t'ordonne de te manifester pleinement. Révèle-toi, esprit. Je suis déjà là. Vous êtes aveugle? Dis-moi ton nom véritable, ton nom de pouvoir. » Célestine Valmont. C'est mon seul nom. Je n'ai pas de nom de pouvoir, de nom démoniaque, de nom secret. Je suis juste une femme morte qui ne trouve pas le repos. Victor s'approcha, tenant son pendule devant lui. Le cristal tournait rapidement. Le pendule réagit à ta présence. Tu es bien une entité surnaturelle. Mais tu n'es pas un démon. Tu n'es pas un ange. Alors quoi? Je suis une morte vivante, un fantôme, une revenante. Appelez ça comme vous voulez. Et ton pouvoir? D'où vient cette capacité de tuer par contact? Je ne sais pas. C'est arrivé quand je suis revenu. Le froid de la rivière est resté en moi. Quand les vivants me touchent, ce froid passe en eux. Victor nota frénétiquement dans son carnet. Remarkable. Le trauma de la mort a imprégné ton essence. Tu es devenu un vecteur de mortalité. Il rangea son carnet et sortit une fiole de sa valise. Un liquide argenté brillait à l'intérieur. Ceci est de l'eau d'un puits sacré en Irlande. Elle est censée neutraliser les énergies négatives. Si je t'asperge avec, peut-être que ton pouvoir disparaîtra. Vous pouvez essayer, mais je vous préviens, cela ne changera rien. Victor ouvrit la fiole et lança le liquide dans sa direction. L'eau traversa Célestine sans effet apparent. Elle ne bougea pas, ne réagit pas. Intéressant. Tu es immatériel au projectile, mais tangible au toucher.
Une dualité quantique spirituelle. Il sortit un autre objet, une sorte de miroir ovale bordé de symboles gravés. Ce miroir peut capturer les esprits. Si je le place correctement, tu seras aspiré dedans et incapable de t'échapper. Il positionna le miroir devant elle et commença une autre incantation. Célestine regarda l'objet avec curiosité mais resta immobile. Rien ne se passa. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Grommela Victor frustré. Parce que vos jouets n'ont aucun pouvoir sur moi. Je ne suis pas une créature de magie. Je suis juste une âme perdue. Victor essaya encore plusieurs de ses instruments. Des talismans, des herbes, des prières dans différentes langues. Rien ne marchait. Célestine restait là, observant ses efforts avec une patience infinie. Finalement, épuisé et énervé, Victor commit l'erreur fatale. Dans un accès de rage, il se précipita vers elle et tenta de la saisir par les épaules. « Tu vas me répondre, créature !» Ses mains, même protégées par les gants, entrèrent en contact avec elle. Le froid le frappa comme une massue. Victor poussa un cri et s'effondra, tremblant de tous ses membres. « Je vous avais prévenu !» murmura Célestine. Victor rampa vers sa valise, essayant d'atteindre quelque chose qui pourrait le sauver. Mais le froid se répandait trop vite. Il s'arrêta au bout de quelques mètres, incapable de continuer. Son corps se raidit. Sa respiration devint saccadée. « Pourquoi fais-tu ça ?» haleta-t-il. « Je ne fais rien. C'est vous qui m'avez touché. Je vous avais dit de ne pas le faire. » Victor tenta de parler encore, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres bleuirent. Ses yeux se fermèrent. Il mourut là, dans le cercle de bougies qu'il avait lui-même tracé, entouré de ses instruments inutiles. Au matin, les villageois trouvèrent son corps gelé, ses doigts griffant le sol dans un dernier effort pour s'échapper. Sa valise était ouverte, son contenu éparpillé. Tous ses outils de chasseur de fantômes n'avaient servi à rien. 4 morts maintenant. Le village de Sainte-Croix était maudit. Les autorités ne pouvaient plus ignorer la situation. 4 hommes morts, dans des circonstances identiques, tous après avoir visité le même cimetière. Le préfet envoya un gendarme enquêter. Un homme pragmatique nommé Jacques Fortier, connu pour sa rigueur et son scepticisme. Jacques arriva au village avec la ferme intention de démystifier cette affaire. Il ne croyait pas aux fantômes, aux malédictions, aux apparitions. Pour lui, il y avait forcément une explication rationnelle. Peut-être un tueur qui utilisait les superstitions locales pour couvrir ses crimes. Peut-être un poison rare qui imitait les symptômes d'hypothermie. Il interrogea tous les témoins, examina les lieux des décès, étudia les corps. Chaque mort présentait les mêmes caractéristiques. Hypothermie sévère dans des environnements chauds. Aucune trace de violence. Aucun signe de lutte. Il y a quelque chose qui tue ces hommes, conclut Jacques. Mais ce n'est pas un fantôme. C'est forcément quelque chose de tangible. Il décida d'établir une surveillance du cimetière. Si quelqu'un utilisait cet endroit pour commettre des meurtres, il le surprendrait en flagrant délit. Il se posta derrière un mausolée, vêtu de noir, une lanterne éteinte à ses pieds. La nuit tomba. Le cimetière baigna dans l'obscurité. Jacques attendit, tous ses sens en alerte. Des heures passèrent. Rien ne bougeait. Puis, vers minuit, il la vit. Une silhouette blanche qui se matérialisa près du caveau des Valmont. Jacques plissa les yeux. Comment était-elle apparue? Il surveillait cette zone. Personne n'était passé par là. Il se leva silencieusement et s'approcha en restant dans l'ombre. La femme se tenait immobile, regardant les étoiles. Jacques observa attentivement. Elle avait l'air réelle, solide, pas transparente comme les fantômes des légendes. « Police, ne bougez pas !» Jacques sortit de sa cachette, une main sur son pistolet. Célestine tourna calmement la tête vers lui. « Un gendarme. Ils envoient maintenant la loi contre moi. Vous êtes en état d'arrestation. Je vous suspecte d'implication dans 4 homicides. Je n'ai tué personne. Ils se sont tués eux-mêmes en me touchant. » Jacques s'approcha prudemment. « Comment êtes-vous entré dans ce cimetière? Les grilles sont fermées. Je n'ai pas besoin d'entrer. Je suis déjà là, depuis toujours. Arrêtez vos simagrées. Vous allez me suivre au poste pour interrogatoire. » Il tendit la main pour la saisir par le bras. Célestine ne bougea pas. « Je vous déconseille de me toucher. Je me fiche de vos conseils. Vous allez m'accompagner. » Jacques la saisit fermement par le poignet. La réaction fut instantanée. Le froid l'envahit comme un raz-de-marée glacial. Il lâcha prise immédiatement et recula en titubant. « Qu'est-ce que c'était? Le froid de la mort. Je vous avais prévenu. » Jacques sentit ses jambes faiblir. Le froid se répandait dans tout son corps. Il tomba à genoux, luttant pour respirer. Son entraînement de gendarme, sa force physique, rien de tout cela ne servait contre cette attaque invisible. « Comment faites-vous ça? »« Je ne fais rien. C'est ma nature maintenant. Le froid habite en moi. Il se transmet à ceux qui me touchent. » Jacques tenta de ramper vers la sortie. Chaque mouvement était une agonie. Ses membres refusaient de lui obéir. Il sortit son pistolet d'une main tremblante et le pointa vers Célestine. « Je vais vous arrêter. Les balles ne peuvent pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. » Jacques tira.
La détonation résonna dans le cimetière. La balle traversa Célestine sans lui causer le moindre dommage. Elle le regarda avec une expression triste. « Pourquoi les hommes sont-ils si têtus ?» Je leur dis de ne pas me toucher. Ils ne m'écoutent jamais. Jacques tira encore, vidant son chargeur. Chaque balle traversa la jeune femme comme si elle était faite de brume. Il laissa tomber l'arme vaincue. « Vous êtes vraiment un fantôme ? Je suis ce que je vous ai dit, une morte qui ne peut trouver le repos. » Le froid atteignit le cœur de Jacques. Il s'effondra face contre terre, les mains griffant la terre gelée. Son dernier souffle forma un petit nuage de vapeur dans l'air nocturne. 5 morts. Le préfet décida de faire barricader le cimetière. Des planches furent clouées sur les grilles. Des panneaux d'avertissement installés. Interdiction formelle d'y entrer. Mais les barrières matérielles ne servent à rien contre les fantômes. Célestine continuait d'apparaître, même si plus personne n'osait l'approcher. Des mois passèrent. Le cimetière de Sainte-Croix devint une légende locale. L'histoire se répandit dans toute la région. La fille du cimetière qui tuait d'un simple contact. Certains en riaient, d'autres y croyaient. Mais personne n'osait vérifier. Jusqu'à ce qu'arrive le père Augustin Ferrand, un jeune prêtre fraîchement ordonné. Contrairement au vieux curé Benoît, Augustin était un homme d'action. Il croyait fermement au pouvoir de l'Église contre les forces du mal. Il avait étudié la théologie, l'exorcisme, la démonologie. Il se sentait prêt à affronter n'importe quelle créature surnaturelle. Quand il entendit parler de Célestine, il vit une opportunité de prouver sa valeur. Un cas authentique de manifestation spectrale. Une âme perdue qu'il pourrait sauver. Une victoire éclatante qui lancerait sa carrière. Il arriva à Sainte-Croix avec l'arrogance de la jeunesse et la certitude de sa foi. Le curé Benoît tenta de le dissuader. « Mon fils, ne commettez pas cette erreur. Cette créature est au-delà de notre capacité d'intervention. Laissez-la tranquille. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, vous avez échoué parce que votre foi n'était pas assez forte. Moi, je réussirai. C'est de l'orgueil qui parle. L'orgueil est un péché. C'est de la confiance en Dieu, et Dieu ne m'abandonnera pas. » Augustin prépara son intervention avec soin. Il jeûna pendant 3 jours. Il pria pendant des heures. Il étudia les textes anciens sur les âmes errantes et les rituels de libération. Il était certain de son succès. Il monta au cimetière un soir d'été, vêtu de ses habits sacerdotaux, portant une grande croix en argent. Il franchit les barrières malgré les avertissements. Il marcha droit vers le caveau des Valmont. Célestine l'attendait. Elle était assise sur une pierre tombale, balançant doucement ses jambes. Une vision presque enfantine malgré l'aura de mort qui l'entourait. Un autre prêtre. Vous êtes plus jeune que le précédent. Et plus arrogant aussi. Je suis le père Augustin Ferrand. Je viens te libérer de tes chaînes terrestres. Vraiment ? Et comment comptez-vous faire ? Par le pouvoir de Dieu et de l'Église. Je vais réciter les prières de libération. Ton âme sera purifiée et pourra enfin s'élever vers le ciel. Célestine descendit de la pierre tombale. Vous pensez que personne n'a essayé avant vous ? Le curé Benoît a prié pendant des heures. Cela n'a rien changé, parce qu'il manquait de foi. Moi, je crois vraiment. Augustin commença ses prières. Sa voix résonnait dans le cimetière, forte et assurée. Il brandissait sa croix vers Célestine, traçant des signes de bénédiction dans l'air. Célestine resta immobile, écoutant les litanies latines. Elle ne bronchait pas, ne réagissait pas. Les prières semblaient glisser sur elle sans effet. Après 1 heure de cet exercice, Augustin s'arrêta, frustré. « Pourquoi ne pars-tu pas ? Les prières devraient te libérer. Parce que je ne suis pas retenu par une malédiction ou un sortilège. Je suis retenu par quelque chose de plus simple. Le chagrin, le regret, le désir inassouvi. Alors confesse-toi. Libère ton cœur de ces fardeaux. Je l'ai déjà fait avec le curé Benoît. Cela n'a rien changé. Les mots ne suffisent pas. Augustin sentit sa confiance vaciller. Ce n'était pas censé se passer ainsi. La créature aurait dû fuir devant les symboles sacrés, pleurer devant les prières, implorer le pardon. Alors que faut-il ? Dis-le-moi et je le ferai. Célestine s'approcha lentement. Vous voulez vraiment savoir ? Oui, c'est mon devoir de prêtre de sauver les âmes perdues. Alors touchez-moi. Sentez ce que je ressens. Partagez ma souffrance. Peut-être qu'alors vous comprendrez. Elle tendit la main. Augustin regarda cette main pâle, ses doigts fins. Il connaissait le danger. Il savait que 5 hommes étaient morts de cette façon. Mais son orgueil, son désir de réussir, était plus fort que sa prudence. Si c'est ce qu'il faut pour te sauver, alors je le ferai. Ma foi me protégera. Il saisit sa main. Le froid l'assaillit immédiatement. Mais il ne lâcha pas. Il serra plus fort, défiant la mort de le prendre. « Tu vois » murmura Célestine. « Le froid, c'est ce que je ressens en permanence. L'absence de chaleur, l'absence de vie, l'absence d'espoir. » Augustin tremblait mais tenait bon. « Je le ressens. Mais ma foi est plus forte. » « Vraiment ?» Le froid s'intensifia. Augustin sentit ses genoux fléchir. Sa vision se troubla. Ses lèvres devinrent bleues, mais il ne lâchait toujours pas. « Lâchez-moi, dit Célestine.
Vous allez mourir. Non, je vais te sauver. Vous ne pouvez pas me sauver en mourant. Vous ne faites qu'ajouter une victime de plus. Les forces d'Augustin l'abandonnèrent. Il tomba à genoux, tenant toujours la main de Célestine. Son autre main serrait convulsivement sa croix en argent. Mon Dieu, aidez-moi. Mais aucune aide divine ne vint. Augustin s'effondra sur le côté, la croix glissant de ses doigts. Il regarda Célestine une dernière fois, ses yeux remplis d'incompréhension. Comment est-ce possible? Dieu ne peut rien contre la mort. Même lui doit la respecter. Augustin mourut avec l'expression d'un homme dont toutes les certitudes viennent de s'effondrer. Son corps fut retrouvé le lendemain, sa main tendue comme s'il cherchait encore à atteindre quelque chose. 6 morts. L'évêché décida de ne plus envoyer personne. Le cimetière fut officiellement maudit et abandonné. Après 7 morts mystérieuses, le cimetière de Sainte-Croix est abandonné. Célestine, le fantôme responsable de ces décès, se retrouve seul parmi les tombes envahies par la végétation. Un soir d'automne, un homme en haillons franchit les barrières. Il est malade, affamé, au bout du rouleau. Contrairement aux autres, il ne vient pas par curiosité ou arrogance. Il cherche la mort. L'homme a tout perdu, sa femme, ses enfants, emportés par la maladie. Trop lâche pour se suicider lui-même, il demande à Célestine de le toucher. Elle hésite. Tous les morts précédents étaient des accidents. Cet homme demande consciemment à mourir. Il insiste, c'est son choix, sa décision. Il saisit sa main avant qu'elle puisse reculer. Le froid mortel se transmet. L'homme sourit, soulagé. Il meurt paisiblement, reconnaissant. Célestine pleure pour la première fois depuis sa mort. Ce 7e décès la bouleverse différemment. Elle comprend que son existence n'amène que la mort. Elle se retire dans le caveau des Valmont et disparaît de la vue des vivants. Au printemps suivant, un peintre nommé Lucien Arnaud arrive au village. Il veut peindre le cimetière maudit malgré les avertissements. Un après-midi, absorbé par son travail, il perd la notion du temps. Au crépuscule, il aperçoit Célestine près d'un caveau. Au lieu de fuir, il est fasciné. Il la trouve magnifique et demande à la dessiner. Célestine est surprise. Personne ne l'avait regardée ainsi depuis sa mort. Sans peur, avec appréciation. Lucien revient chaque jour pour peindre son portrait. Ils commencent à parler. Elle raconte son histoire. Il écoute sans jugement. Au fil des semaines, une connexion se développe. Lucien voit en elle une personne, pas un monstre. Ils discutent d'art, de littérature, de philosophie. Le portrait se termine. Lucien doit partir vendre ses œuvres en ville. Les adieux sont déchirants. Célestine réalise qu'elle peut encore aimer, encore souffrir. 3 mois plus tard, Lucien revient. Son portrait de Célestine a été acclamé à Paris, mais il ne pouvait pas l'oublier. Il avoue être tombé amoureux d'elle. Ensemble, ils cherchent un moyen de la libérer de sa malédiction. Lucien découvre que les fantômes restent liés par des conflits intérieurs non résolus. La colère de Célestine la retient. Colère contre son père qui avait arrangé son mariage, contre le forgeron qui l'avait abandonné, contre le destin. Pour se libérer, elle doit pardonner. Le processus est douloureux. Elle pardonne d'abord à son père qui pensait agir pour son bien, puis au forgeron, simplement faible et effrayé. Elle se pardonne aussi d'avoir choisi la mort dans un moment de désespoir. À mesure qu'elle pardonne, sa transformation est visible. Elle devient moins pâle, plus substantielle. Les chaînes se brisent. Elle est libre de partir vers l'au-delà, mais elle choisit de rester pour Lucien. Il lui propose de tester si sa nature a changé. Tremblante, elle prend sa main. Le froid mortel ne vient pas. Juste une légère fraîcheur agréable. Le pardon l'a transformée. Elle n'est plus dangereuse. Il quitte Sainte-Croix pour Lyon. Célestine découvre qu'elle peut quitter le cimetière, contrôler sa visibilité, apparaître en plein jour. Lucien la présente comme sa muse aux autres artistes. Ils établissent une routine heureuse. Il peint, elle observe et commente. Le soir, ils explorent la ville ensemble. Mais Célestine ressent un manque. Elle ne peut pas vieillir avec lui donner des enfants, vraiment partager sa vie. Elle reste froide, sans vie. Elle craint le jour où il mourra, et elle redeviendra seule pour l'éternité. 2 ans plus tard, Lucien développe une tuberculose. Le médecin lui donne 2 ou 3 ans à vivre. Célestine est dévastée. Elle ne peut rien faire pour le sauver. Elle assiste impuissante à sa dégradation. Lucien reste serein. Il a vécu intensément ces années avec elle. Il n'a pas de regrets. Ses derniers mots sont une promesse. Il l'attendra de l'autre côté. Puis il meurt. Célestine reste près de son corps, pleurant des larmes de glace. L'homme qui l'avait sauvée de sa solitude était parti. Célestine espère que Lucien reviendra comme fantôme. Mais il ne revient pas. Son esprit est parti ailleurs. Elle erre sans but, puis retourne au cimetière de Sainte-Croix. Les décennies passent, puis un siècle, puis un autre. Elle attend toujours, espérant le revoir. Le monde change autour d'elle. Le village se modernise. Son histoire devient une légende folklorique. Elle se détache de tout, absente émotionnellement.
Un jour de printemps dans l'époque moderne, une historienne visite le cimetière. Elle peut voir Célestine. Elle discute. Célestine raconte toute son histoire. L'historienne lui fait comprendre quelque chose de crucial. Elle a accepté sa propre mort et pardonné, mais elle n'a jamais accepté la mort de Lucien. Célestine s'accroche encore à l'espoir qu'il reviendra. Son attente pourrait être éternelle et vaine. L'historienne lui suggère de lâcher prise, vraiment. D'accepter que son histoire avec Lucien est terminée, aussi belle qu'elle ait été. Célestine réalise qu'elle est épuisée. Elle ne veut plus attendre. Elle ferme les yeux et accepte enfin. Lucien est parti et ne reviendra pas. Leur histoire était courte mais réelle. C'était suffisant. Les dernières chaînes se brisent. Une lumière chaude l'appelle. Elle la suit. Pour la première fois depuis 1832, Célestine Valmont trouve le repos éternel. L'historienne publie son récit. L'histoire devient une légende d'amour et de rédemption, rappelant que même les âmes perdues peuvent trouver la paix. Peut-être que quelque part au-delà, Célestine et Lucien sont enfin réunis.